faites-nous parvenir vos questions par la section Q&A ou Q&A, dépendamment de quel pays vous êtes. Et nous allons les partager avec les différents orateurs. Merci. Bonjour à tous. Je vais reprendre certains des points qui ont été mentionnés par les orateurs précédents et rentrer plus dans le détail pour effectivement partager l'expérience de Francis et voir comment elle peut s'adapter au contexte en Afrique. Donc, on l'a vu aujourd'hui, hier, notamment qu'en termes de gouvernance, un point d'échange se doit d'être neutre et indépendant. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu constater en Afrique, souvent, c'est des acteurs comme le régulateur qui essayent de rassembler l'écosystème et de donner justement une crédibilité pour rassembler les acteurs et se connecter au point d'échange. Par contre, je vois trop souvent une confusion dans la création de cette gouvernance entre la notion de membre fondateur et de membre participant. Et la plupart du temps, et je l'ai vu hier avec des points d'échange où on constatait qu'au bout de quelques années, les membres fondateurs se déconnectaient du point d'échange. Je considère que le problème, il y a une mauvaise définition de ce qu'est un membre fondateur au niveau de la gouvernance des points d'échange et un membre actif. Un membre fondateur, il doit contribuer à la structure et porter la structure à bout de bras pour garantir sa stabilité dans le temps. C'est ce qu'on a eu, nous, à l'échelle de France-X, où les membres fondateurs, c'était pas le régulateur, mais c'était une communauté d'acteurs divers. On avait des opérateurs, des data centers, des fournisseurs de fibres, et on a essayé d'avoir des membres fondateurs qui avaient des profils variés pour garantir que la diversité de ces écosystèmes faisait la richesse de ces structures fondatrices. On avait créé une association en loi 1901 à but non lucratif et qui avait pour but non seulement d'être l'actionnaire unique d'une société privée qui gérait les aspects opérationnels, mais surtout de contrôler la gouvernance. Et le modèle a bien fonctionné puisque les membres fondateurs en question, non seulement ont apporté les ressources, comme je l'ai dit, des ressources fibres, data center ou même humaines, parce qu'on n'avait pas de salariés au départ, mais également, il fallait que ces membres fondateurs montrent l'exemple en termes d'ouverture de peering. Parce que c'est bien joli de fournir de l'argent ou des moyens, si eux-mêmes ne contribuent pas à rendre accessibles leurs ressources, ça ne sert à rien. Et je vois encore trop de modèles où les membres fondateurs sont au départ souvent autour de la table pour montrer qu'ils sont de bonne foi, mais quand il s'agit de rentrer dans le concret et d'ouvrir eux-mêmes aujourd'hui pour acheter du transit ou de la connectivité Internet, mais les sources de revenus pour lui vont évoluer à travers le point d'échange. Donc, il vendra peut-être moins de transit IP et de connexion Internet puisque le peering va se diversifier. Mais par contre, s'il développe d'autres services de connectivité, d'autres services de cloud ou autres, le manque à gagner, entre guillemets, qu'il va avoir sur le transit, il va le développer de façon locale à vendre des services. Et il y a beaucoup d'opérateurs historiques qui se réfugient derrière cette crainte de perdre des parts de marché sur l'IP transit qui jamais que la connectivité qui sert à sortir du pays et qui finalement n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est le trafic local optimisé. Et donc, ces opérateurs-là se retrouvent dans une situation où plus il y a de peering et moins ils vendent de transit. Et donc, il faut absolument non pas leur expliquer les bienfaits en tant que tel du peering parce que c'est une finalité technique, mais en quoi des services qu'ils doivent développer, des services d'hébergement, des services de cloud, ils vont pouvoir les vendre sur le point d'échange aux membres qui ont besoin de faire héberger leurs équipements, leurs contenus, et que
ce qu'ils ne gagneront pas en transit, ils vont le gagner par rapport au fait d'héberger les sites localement, fournir des services de cloud à valeur ajoutée qui auront plus de valeur localement que de chercher à garder un pseudo-monopole à l'international. Et ce qui se passe, de toute façon, ces acteurs-là, quand ils finissent par trop résister, à l'arrivée, ils sont perdants dans le sens où soit ils se déconnectent du point d'échange parce qu'ils n'ont pas voulu changer de modèle, soit il y a d'autres acteurs comme des FAI qui finissent par se fédérer et monter les services eux-mêmes. Et à l'arrivée, dans tous les cas, c'est un manque à gagner pour l'opérateur. Donc, tout ça pour dire que nous-mêmes, on a eu les mêmes problématiques en France. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Simplement, l'Afrique, en fait, est arrivée un peu plus sur le tard au niveau de la mise en place des points d'échange Internet et donc est confrontée à des problématiques, mais qu'on a eues en Europe nous-mêmes. Et donc, en termes de gouvernance, comme ça a déjà été mentionné hier, un point d'échange Internet se doit d'avoir en fait une structure neutre, indépendante, mais également une structure de gouvernance qui fait que les membres fondateurs de la structure, pardon, donnez-moi 10 secondes. Excusez-nous, donc je vais reprendre. Donc, en termes de gouvernance, comme je le disais, il y a l'importance du type de structure. Donc, le modèle qu'on voit le plus souvent et qui fonctionne bien, c'est une association loi 1901. Par contre, comme je disais, il faut dissocier la notion de membre fondateur de membre actif. Les membres fondateurs sont ceux qui portent la structure et qui garantissent la neutralité, l'indépendance et qui apportent les ressources nécessaires au bon fonctionnement jusqu'à atteindre une maturité de fonctionnement. Pour les membres actifs, ils peuvent également s'impliquer, mais justement en montrant une politique de peering qui reste ouverte. Comme je disais, en France, nous, on a eu le même souci avec FranceX. Et donc, quand on a choisi les membres fondateurs, on les a choisis parmi une diversité d'acteurs. On avait des CDN, des opérateurs, des fournisseurs de fibres et des hébergeurs, donc tous les briques de l'écosystème pour avoir un point d'échange qui fonctionne. Ensuite, il a fallu voir, d'un point de vue légal, comment lancer cette structure. Donc, comme je l'ai dit, l'association LUM 1901 qui regroupait les acteurs, on a décidé que c'était l'actionnaire unique d'une société commerciale et elle opérait le point d'échange d'un point de vue opérationnel. Et donc, moi-même, j'ai été la personne qui a pris en charge la direction de la structure opérationnelle. Aujourd'hui, ce système a permis d'attirer des acteurs divers puisque la structure actionnaire de la boîte commerciale opérationnelle, c'est une association et que tous les clients de la société privée, en fait, devenaient membres de l'association. Et donc, un petit fournisseur d'accès Internet avait le même poids en termes de droit de vote qu'un Google, un Facebook ou un gros acteur de l'Internet. Et ça, c'est très important puisque ça met tout le monde au même niveau, peu importe le type de contrat ou le type de débit qui a été souscrit au niveau du point d'échange. Et c'est ça qui a fait le succès de l'écosystème. Et en France, le paradoxe, c'est que avant de lancer FranceX, on avait plein de points d'échange. Donc, on avait le problème inverse de l'Afrique. Il y avait beaucoup trop de points d'échange. Et ces points d'échange, ils étaient gérés par les opérateurs eux-mêmes. Résultat, les petits fournisseurs d'accès Internet n'avaient pas d'autre choix que de se connecter sur l'ensemble des points d'échange gérés par les opérateurs pour pouvoir bénéficier de l'interconnexion avec ces opérateurs. Et donc, les opérateurs prétendaient être ouverts en disant « mais nous, on veut bien pirer avec les petits, mais par contre, pour pirer avec les petits, il faut que vous veniez sur notre point d'échange. » Donc, chaque gros opérateur avait ça, et donc c'était un peu n'importe quoi, puisqu'il y avait autant de points d'échange qu'il y avait de gros opérateurs en France. Donc, ça fonctionnait pour l'écosystème français néanmoins, parce que les petits pouvaient avoir accès aux gros à travers ça, mais par contre, les acteurs internationaux ou les CDN qui faisaient aussi partie de cet écosystème ne se connectaient pas au point d'échange Internet
parce qu'en termes de gouvernance, justement, ces XP étant gérés par un opérateur, cet opérateur était potentiellement concurrent des autres personnes qui allaient devoir s'y connecter. Et donc, ça ne fonctionnait qu'à l'échelle française. Donc, ramené à la problématique de l'Afrique, si on considère que des opérateurs qui font partie, soi-disant, des membres fondateurs d'un point d'échange et qui appliquent une politique fermée ou qui essayent d'avoir un poids fort sur le contrôle du point d'échange, vont desservir les intérêts du point d'échange, puisque certes, ils vont faire venir les quelques FAI, mais quand il s'agira de faire venir des acteurs de contenu ou des acteurs externes, ceux-ci vont refuser de se connecter au point d'échange à cause du système de gouvernance qui n'est pas neutre. Et ça, c'est important. Et il faut aussi considérer que souvent, ça part d'une bonne intention, que le régulateur soit celui qui porte le projet au départ. C'est bien parce que ça permet de réunir les acteurs autour de la table. Par contre, le fait qu'un acteur comme le régulateur soit ensuite celui qui, dans la durée, soit le porteur du projet, peut poser un problème pour l'ouverture à l'international ou l'ouverture en dehors de la région, puisque ça peut être vu comme un réseau de confiance pour les acteurs locaux, mais justement, ça peut être l'inverse, que des acteurs politiques ou des régulateurs qui gèrent une structure, ça fait peur à des gens qui ne sont pas dans le pays. Et ça, il faut le garder en tête parce que ce qui marche au départ peut ne plus fonctionner à moyen terme. Et c'est ça que je veux faire passer comme message. Et dans le cas de FranceX, on est en train de faire évoluer notre gouvernance dans le sens où on maintient évidemment l'association LOM 901. Il est hors de question de supprimer cette association pour basculer sur un modèle où il n'y aurait que la société privée. Simplement, avec le développement, les membres naturels qui étaient d'abord des fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs, des opérateurs, ce sont les clients naturels qui créent l'ADN d'un point d'échange. Mais aujourd'hui, la valeur ajoutée des points d'échange n'est pas juste à réunir les acteurs professionnels de l'IT, elle est aussi de se transformer en une sorte de place de marché sur laquelle se connectent les entreprises. Et justement, ces entreprises vont acheter des services aux opérateurs et pourquoi pas à l'opérateur historique. Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, le fait que l'opérateur historique doit évoluer dans sa démarche pour diversifier ses sources de revenus. Et ce qui ne gagnera pas d'un côté, il se rattrapera très largement de l'autre. Et donc, le fait que des services à valeur ajoutée soient proposés sur la plateforme va attirer des clients divers. Ça peut être des organismes publics comme des établissements privés. Et ils deviennent clients de la place de marché. Et dans un deuxième temps, ils font du peering pour pouvoir optimiser leur connectivité parce que ce ne sont pas des gens qui viennent du peering à la base, mais c'est pour montrer que l'écosystème évolue et on passe d'un écosystème essentiellement concentré sur des professionnels de l'IT vers un écosystème beaucoup plus ouvert. Typiquement, sur FranceX, aujourd'hui, les acteurs connectés, on a identifié une trentaine de profils d'acteurs différents. Donc, si on considère que dans les 30, il y a un profil qui est un opérateur, un autre, un hébergeur, un fournisseur d'accès, ça fait que 3 sur 30. Donc, je vous donne d'autres exemples. On a également tous les éditeurs de jeux vidéo qui sont connectés sur la plateforme, puisque les gens ils jouent en ligne, ils ne jouent pas simplement sur leur smartphone. Les jeux sont connectés pour la plupart. Donc, tous les gros éditeurs de jeux vidéo sont tous connectés sur la plateforme. Tous les médias, que ce soit des médias, radio ou des journaux, sont tous connectés sur la plateforme parce que maintenant, les gens utilisent leur smartphone pour consulter les journaux, pour écouter la radio. Plus personne ils écoutent des podcasts. Toutes les chaînes de télé sont connectées sur la plateforme et pas simplement les chaînes de télé généralistes, mais également en fait celles qui émettent des contenus comme Netflix. Mais on a aussi toutes les chaînes de télé généralistes parce qu'elles ont toutes des services de replay, parce que plus personne enregistre ou regarde forcément les émissions en direct à la télé. Ça n'intéresse plus personne. Les gens veulent consommer quand ils en ont envie et pas quand l'émission est diffusée. Donc, les chaînes de télé proposent toutes de consulter les émissions en replay. Et donc, tous les contenus replay passent par la plateforme. Tout ce qui est portail de commerce en ligne également, c'est connecté sur le point d'échange. Hier, on parlait des banques et des assurances. Les banques, au départ, étaient connectées uniquement sur des plateformes qui permettaient de faire des transactions financières avec des flux ultra rapides, donc ce sont des plateformes spécialisées. Elles restent pour les flux financiers connectés à ces plateformes
Par contre, aujourd'hui, honnêtement, qui va voir son banquier dans la banque? Plus personne. On ouvre un compte en ligne. Si on a besoin de quelque chose pour consulter ses comptes, on consulte ses comptes en ligne. Donc, toutes les banques, aujourd'hui, maintenant, se connectent au point d'échange pour rendre accessible leur portail. Également, tout ce qui est, je mentionnais les jeux vidéo, mais il y a aussi les jeux d'argent, les plateformes de jeux d'argent, de casino ou autres, elles sont toutes connectées en fait sur ce type de plateforme. Donc, je ne vais pas lister tous les exemples, mais c'est pour vous montrer que l'écosystème, c'est très diversifié. Et là où j'en reviens à la gouvernance, c'est que ces acteurs-là ne sont pas des professionnels de l'IT, mais ils diffusent des contenus ou ils utilisent des ressources de l'Internet et donc ils ont besoin du point d'échange, puisqu'à l'arrivée, le consommateur final, c'est l'utilisateur qui sera connecté derrière son FAI. Et donc, comme il propose des choses à valeur ajoutée, on ne peut pas se contenter de dire ben, la banque elle-même n'a qu'à se connecter sur un des FAI connecté au point d'échange. Non, elle veut être connectée au plus près de l'utilisateur et pareil pour les autres. Et c'est ça qui fait la diversité de l'écosystème. Simplement, ces acteurs-là, entre guillemets, l'association, le fait d'adhérer à l'association du point d'échange, ça ne les intéresse pas forcément. L'association intéresse plus les fournisseurs d'accès à Internet qui sont à la base de la création du dispositif et qui représentent le cœur du dispositif. Mais ceux qui viennent par la suite, ils voient plus le point d'échange comme une ressource technique, une boîte à outils qu'ils utilisent. Eux sont moins intéressés pour adhérer à l'association. Donc, dans le contexte de FranceX, au départ, tous les clients de la société étaient obligés d'adhérer à l'association, sinon ils ne pouvaient pas utiliser les services du point d'échange. Ça a marché jusqu'il y a encore 2-3 ans, où de plus en plus de gros acteurs des sociétés privées qui se connectent pour utiliser le point d'échange comme une place de marché nous disent « Mais moi, je suis une société privée, je comprends le principe de l'association actionnaire unique qui est le garant de la neutralité du dispositif, mais moi, en tant que boîte privée, vous ne pouvez pas m'obliger à adhérer à une association, même si je comprends que cette association, elle gère la gouvernance de la structure. Donc, le dilemme, c'était comment on fait pour faire perdurer l'association en termes de gouvernance, qui est un peu la garantie de la neutralité du dispositif, et que des sociétés privées, qui sont les nouveaux types de clients du point d'échange, ne veulent pas qu'on les oblige à adhérer à une association. Non pas qu'ils ne veulent pas adhérer, mais ils ne veulent pas qu'à T0, on les oblige, ils veulent comprendre l'écosystème et après voir quelle est la valeur ajoutée de l'association pour y adhérer et pourquoi pas y contribuer. Donc, ce qu'on a fait il y a 3 ans, on a rendu facultative l'adhésion à l'association. Et donc, un client du point d'échange n'était plus obligé d'adhérer à l'association. Et à l'inverse, on a assoupli l'association pour qu'on puisse devenir membre de l'association sans être client du point d'échange, pour que des gens qui ne sont pas forcément dans le dispositif, mais peuvent apporter leur brique à l'écosystème, participent au dispositif. Donc, on a ouvert des deux côtés. Et ce système-là, aujourd'hui, pour l'instant, on a à peu près un quart des clients qui finalement sont restés membres de l'association par rapport à l'obligation. Donc, on voit bien qu'il y avait comme une demande en ce sens. Ceci dit, je reste confiant sur le fait que dans les 3 quarts qui n'ont pas adhéré, ils n'ont pas adhéré pour l'instant parce qu'ils voient encore l'association uniquement comme un système de gouvernance. Et donc, on est en train de faire évoluer les statuts de l'association pour que ce ne soit pas uniquement un système de gouvernance, mais que ce soit l'animateur de l'écosystème. Et là, on retombe en même temps sur des solutions qui pourraient servir pour l'Afrique, puisque hier, dans les points d'échange qui ont présenté, il y avait un gros problème d'animer cet écosystème et il ne suffisait pas de faire un événement ou un cocktail qui réunit une fois par an les gens. Il faut qu'il y ait des projets en commun ou des intérêts communs. Et ça, l'association peut être porteur de cette partie-là et ne pas simplement gérer la gouvernance, mais servir à animer l'écosystème, puisque du coup, la société privée qui gère l'opérationnel a autre chose à faire que d'animer cet écosystème. Elle doit se concentrer sur délivrer le service de meilleure qualité possible par rapport au prix qui est payé par les clients, là où l'association peut se concentrer sur le rôle d'animation de l'écosystème. Donc voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. Et puis on pourra au besoin parler plus tard de réglementation, mais là je voulais me focaliser sur la gouvernance.
Merci beaucoup, Franck Simon. Est-ce qu'on peut applaudir pour Franck Simon? En tout cas, j'aime beaucoup cette discussion où euh, il y a cette dualité entre l'association et la structure et comment vous avez pensé plus loin et pensé à cet aspect d'animer l'écosystème et aussi la partie de flexibilité. Si un acteur veut faire partie de l'association, il y a cette possibilité de pouvoir entrer et s'il ne veut pas, de ne pas pouvoir l'y obliger. En tout cas, il y a beaucoup à apprendre et merci pour ces points. Je pense que les différentes questions vont pouvoir arriver par le Q&A et puis on va pouvoir les dérouler. Je ne sais pas, Serge, si Michel intervient maintenant ou après. C'est après? D'accord, OK. Donc, euh, c'est aussi possible. OK, oui. OK, donc là, on va directement aux questions, réponses de nos différents panélistes. J'ai quelques questions. Peut-être je vais commencer par Monsieur Guichard. Donc, Monsieur Guichard nous a parlé de beaucoup de projets qui sont en train d'être développés au niveau de la sous-région, les leviers de financement, les fonds et l'accompagnement avec la Banque africaine de développement. Maintenant, ma question principalement se trouve au niveau de les différents projets qui sont mis en place. Est-ce que euh, quel a été le travail qui a été fait pour s'assurer que les modèles économiques tiendront sur le temps? Donc, s'il y a des financements au niveau de la base, je ne sais pas si ce sont des grantes ou bien si ce sont des dettes, comment on va rentabiliser ces infrastructures? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est aujourd'hui pour les acteurs privés qui veulent traverser les frontières, est-ce qu'il y a facilité pour eux de pouvoir établir ces infrastructures et de pouvoir euh, du Congo aller vendre des services ou établir un réseau transfrontalier? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour faciliter cela? Aujourd'hui, à comparer avec peut-être les 2 et les 3 dernières années, est-ce que maintenant c'est plus facile de pouvoir établir ces infrastructures? Et dans ces différents projets, peut-être la dernière question, et ces différents projets, quelle est la part du secteur privé? C'est vrai, la CEAC comme structure veut établir ça, mais quelle est la part du secteur privé dans tout ça? Et comment vous les associez à ces projets? Merci. En tout cas, merci pour la question, pour les questions, parce que j'ai retenu qu'il y a 3 questions. Donc, pour répondre à la première question concernant le modèle économique, donc comme je venais de le dire, dans le cadre des projets communautaires que nous disposons, c'est vrai que les responsables de mise en œuvre, n'oublions pas que ce sont des États. Hein. Et c'est lorsque un projet concerne 2 pays où la CEAC s'occupe de la coordination, en fait. Hein. Un pays peut regorger un projet communautaire. Hein. Ce que nous faisons au niveau de la CEAC, nous accompagnons le pays pour prendre attache avec les partenaires qui peuvent venir en appui. Et pour les projets dont j'ai fait mention aujourd'hui, il y a des études. Aujourd'hui, lorsque je parle, par exemple, de la BAD qui nous accompagne, vous savez, au niveau de la BAD, il y a un fonds qu'on appelle l'IPPF NEPAD, c'est le fonds qui accompagne dans l'élaboration des projets. Donc, il y a des études qui vont être effectuées, en fait. Hein? Donc, ces études-là, ça sera des études environnementales, des études économiques. Hein? Donc, il y aura des modèles économiques qui seront assortis de ces études-là. Hein? Et ça sera
que des différents modèles seront proposés sur la table. Et à partir de ce moment, nous allons nous asseoir, c'est-à-dire que ceux qui sont concernés, les États qui sont concernés par le projet, nous allons nous asseoir autour d'une table pour discuter quel est le modèle qui convient le mieux pour la mise en place de ce projet. Donc, ce sont des études qui sont toujours faites au préalable. Oui, j'insiste que nous impliquons toujours le secteur privé dans la mise en place de nos projets. Aujourd'hui, même au niveau de la CEAC, hein, le forum IAIC produit à Kinshasa, je pense au mois de février, le premier forum des affaires de l'Afrique centrale. Donc, c'est déjà une instance qui a été mise en place au niveau de la sous-région. C'était la première édition. Il y a une prochaine étape que nous allons faire, c'est d'identifier par secteur du développement les intervenants qui vont faire partie intégrante de ce forum-là. Hein? Et pour ce faire, comme vous pouvez l'imaginer, cette plateforme de concertation nous permettra d'identifier au niveau de dans chaque État membre les acteurs qui vont faire partie, parce que ça a été maintenant institutionnalisé au niveau de la CEAC. Hein? Donc, c'est pour donner, on ne peut pas aujourd'hui parler du développement si on exclut le secteur privé, c'est impossible. Hein? Hein, ce n'est pas possible. Et les gouvernements ne peuvent pas être dans un bureau, légiférer sur des textes sans impliquer la société, le secteur privé. C'est impossible aujourd'hui. Hein, le secteur de TIC, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le secteur privé. On ne peut rien faire sans la recherche. On ne peut rien faire même sans la recherche, en fait. Donc, cette plateforme, ce cadre institutionnel existe. Maintenant, il nous appartient. Comme je l'ai dit, le lancement s'est fait en février 2023 à Kinshasa, en marge du sommet des chefs d'État qu'il y a eu à Kinshasa. Maintenant, la prochaine étape, c'est que nous puissions identifier les acteurs qui vont intervenir dans notre secteur pour porter les préoccupations du secteur dans le processus de prise de décision politique. Donc, c'est un travail qui a été fait au niveau de la CEAC. La troisième question. Oui, sur l'interconnexion, oui, sur l'interconnexion transfrontalière. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux le dire, l'environnement réglementaire n'est pas encore favorable. L'environnement n'est pas encore favorable, mais ce sont des actions que nous avons à mener. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, nous avons un plan stratégique. Aujourd'hui, les textes qui réglementent les interconnexions au niveau des États membres de la CEAC ont été élaborés en 2012, on va dire, oui, en 2012, donc adoptés ce sont des vieux textes en fait. Donc, il y a une mise à jour nous nous sommes engagés dans le processus de la mise à jour de ces textes-là. Et l'objectif sera de favoriser l'interconnexion à travers des opérateurs privés aussi. C'est une dimension qui va être prise en compte. Mais aujourd'hui, à l'état actuel, les textes communautaires dont nous disposons ne les favorisent pas, mais n'empêche, à travers un cadre de collaboration peut être mis en place dans un pays et que le cadre de collaboration peut être de façon bilatérale entre deux pays. Ça aussi, ce sont des pistes qu'on peut exploiter. C'est-à-dire aujourd'hui, si un opérateur du Congo et un opérateur de la RDC s'engagent à s'interconnecter, bien sûr, ça se fera sous l'égide des deux régulateurs, mais ce n'est pas exclu. Hein, c'est possible, mais là, il faudrait que ce cadre-là puisse être défini et puis on peut l'utiliser comme modèle hein, pour répondre au niveau. Parce que c'est la même démarche que nous avions utilisée pour les textes communautaires d'interconnexion. Ces deux pays, c'était le Congo et le Gabon, en fait.
qui avait signé un protocole, un MOU. Et sur la base de cet MOU, nous avons élaboré le test communautaire. Donc, la même approche aussi peut être utilisée entre les opérateurs. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas interdit. Le plus important, c'est que nous puissions apporter les services à l'utilisateur final. C'est ça le plus important. Ouais. Merci beaucoup. OK. Il y a une question d'Arc de Kofi Armand, mais je pense qu'elle a été répondue sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en particulier? Oui. D'accord. OK. Merci bien. Merci. Encore merci pour votre présentation. Ma question, c'est pour Monsieur Simon. Monsieur Nikel Diapoga de la Côte d'Ivoire. Dans votre exposé, vous avez parlé de modèles de gouvernance, notamment dans la mise en place des points d'échange au niveau de l'Afrique. C'est généralement porté par le régulateur. Je le dis parce que nous, on est quand même dans ce cas-là. Et ça facilite le fait d'avoir tous les opérateurs autour de la table. Et donc, vous avez dit sur le moyen terme, quand même, cette solution-là, ce modèle de gouvernance, ça n'est pas forcément intéressant si vraiment on veut développer ce point d'échange avec une place de marché. Donc, à la suite, vous avez proposé un modèle associatif. Et dans votre propos, vous avez dit également qu'il y a une flexibilité dans la gestion dans ce modèle associatif-là. Mais ma question, c'est de savoir, vous avez dit qu'il y a des acteurs qui ne sont pas forcément membres de ce modèle de l'association. Mais comment ils se sentent concernés dans la gestion ou dans le fonctionnement de ce point d'échange? Voilà ma question. En fait, les acteurs, pour être honnête, ils voient juste le point d'échange comme un prestataire qui fournit un service à valeur ajoutée. Et ils sont conscients que c'est une association qui pilote la gouvernance. Ils participent eux-mêmes, la plupart, aux assemblées générales de l'association pour écouter ce qui se dit, mais ils sont plus en mode observateur qu'en mode participant. La difficulté de l'exercice, c'est que l'association doit continuer à vivre parce qu'il ne faudrait pas qu'une toute partie de l'écosystème décide de droit de vie ou de mort sur la société qui gère le service. Donc, c'est la difficulté de l'exercice. Et c'est aussi pour ça que même si la société ne gère pas en direct l'animation de l'association, elle doit quelque part s'assurer que cette association vit et est animée correctement, et pour pas que finalement le système se retourne contre nous, où au départ c'est élément fondateur qui porte le projet à bout de bras, que les membres deviennent tous, enfin que les clients deviennent tous des membres, mais qu'à moyen terme, le fait que des acteurs se désintéressent de l'association est contre-productif pour le point d'échange lui-même. Donc, ce que j'ai demandé, moi, à l'association, mais je ne suis pas le président de l'association, j'aurais pu suggérer, en fait de regarder un peu comment ils pouvaient développer une valeur ajoutée pour les membres. Et là, je peux du coup préciser qu'est-ce qui est dans les projets, et ça rebondit aussi sur des aspects qui ont été évoqués hier. L'association peut très bien reprendre en main les formations BGP pour gérer ça sur le point d'échange. Et du coup, la cotisation à l'association donnerait droit à une formation BGP. Et la formation BGP serait animée par les membres de l'association et non pas par la SAS elle-même qui ferait une prestation pour l'association. Et donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est d'organiser des conférences sur des sujets plus généraux qui ne sont pas que le peering et qui permettent de rassembler plus large l'écosystème. Il y a aussi le fait que des membres seraient prioritaires
sur des événements organisés par la société. Parce qu'en plus d'être clients, ils sont membres et que l'association est l'actionnaire unique ou l'actionnaire principal de la structure. Donc, ce sont des exemples, mais le but, c'est d'animer l'écosystème pour, comme je l'ai indiqué, que des gens puissent même adhérer à l'association, mais ils ne sont même pas clients du point d'échange, et après, ils peuvent le devenir, ou à l'inverse, ils sont clients du point d'échange, et parce que l'association propose des éléments à valeur ajoutée, ils seront tentés ou encouragés pour devenir membres. Et aujourd'hui, on est encore dans une phase de transition puisque c'est depuis peu qu'on a cassé ce modèle d'obligation d'adhésion. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant et que l'association a eu une phase où elle a continué à gérer la gouvernance de la société, mais sans développer des éléments à valeur ajoutée. Du coup, certains ont adhéré naturellement à l'association, mais aujourd'hui se pose la question de est-ce qu'ils continuent à repayer pour cette année leur cotisation à l'association. Et donc là, on a notre assemblée générale le 11 mai, donc c'est bientôt. Et justement, l'association va notamment expliquer quelle va être la valeur ajoutée des actions et va proposer un plan d'action en assemblée générale pour encourager les gens à devenir membres. Mais comme j'ai dit, j'ai même laissé la possibilité que des non-clients puissent être membres pour qu'ils participent à cet écosystème, on voit l'intérêt. Donc, du coup, ces types de membres, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de membership, n'auraient pas de droit de vote vis-à-vis de la SAS, la société privée, mais ils peuvent très bien participer à l'écosystème. Donc, on proposera différents types de membership pour qu'il y ait le membre actif qui, en fait, a droit de vote et parce qu'il est client de la société, et le membre, un autre statut, mais membre de l'association parce qu'il est intéressé par l'écosystème. Et donc, il faut ouvrir davantage pour rassembler plus largement et attirer des gens qui ne sont pas issus du peering et les amener progressivement vers ce modèle-là pour qu'ils le comprennent, que ça arrête de leur faire peur, et puis ensuite qu'ils puissent adhérer au modèle en tant que client. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Juste pour lire une question de Kofi, il a demandé à vous entendre, est-ce que le CEVIX de la Côte d'Ivoire peut se raccorder à celui de Burkina Faso, qui est le BIFIX? Est-ce qu'ils peuvent s'interconnecter? Est-ce que les interconnexions des IXP d'un même pays dans des villes différentes est conseillée? Et la réponse qui lui a été donnée par Michuki est que l'interconnexion des points d'échange est découragée et que cela constitue une compétition par rapport aux membres de ces 2 points d'échange qui font du transfrontalier. Donc, cela est permis dans une même ville, par exemple, à Abidjan, s'il y a 2 ou 3 POP du CVX, ces 3 POP peuvent être interconnectés, mais si vous interconnectez un point d'échange d'un pays et un autre, ça veut dire que ceux qui faisaient du transport d'IP deviennent automatiquement des concurrents non, le point d'échange devient directement le concurrent de ces opérateurs et de ce fait, dans certains des cas, ils préfèrent même se déconnecter du point d'échange parce qu'ils deviennent concurrents. Donc, c'est la question que Kofi a posée, auquel Michuki a répondu. Mais spécifiquement dans le cas de nos marchés. Merci. Je voudrais juste dire bonjour à Michuki en même temps. Michuki a parfaitement raison sur les grandes lignes. Dans le détail, ça peut être beaucoup plus nuancé. Et c'est ce que nous, on a fait. On a multiplié les interconnexions avec des points d'échange, mais ce qu'on a fait, c'est qu'il faut définir des règles pour ne pas empiéter sur le marché des opérateurs et au contraire en faire nos associés. Donc, ce que nous, on a fait, c'est non seulement on a multiplié les interconnexions avec les IXP, mais aujourd'hui, on est en train de réfléchir à un modèle qui va permettre largement de fédérer les IXP de moyenne taille, puisque le problème qu'on a, c'est de la concurrence vis-à-vis de très gros IXP. Donc, ce qui a été fait pour répondre à toutes les problématiques, c'est qu'on fait des interconnexions avec un IXP. Chaque IXP d'extrémité paye la moitié
du lien qu'on achète à un opérateur, puisqu'il faut bien acheter ce service à quelqu'un. Donc, dans tous les cas, c'est un opérateur chez qui on achète le service. Et en parallèle, on met en place un réseau de revendeurs qui sont en fait plusieurs opérateurs, qui sont justement les fournisseurs potentiels de connectivité. Mais comme on a acheté chez un seul opérateur la connectivité, on complète le dispositif par un réseau de revendeurs. Donc, les clients de chaque IXP accèdent aux points de peering respectifs de l'autre, de la partie tierce. Simplement, on met une limite. Et on met une limite sur la volumétrie qui est rendue possible par le client final de consommer sur cette interconnexion, juste pour qu'il se rende compte du potentiel de volume de trafic qu'il aurait à aller sur l'IXP partenaire. Et donc, on met une limite de trafic qui est suffisamment basse pour qu'un maximum de monde des clients respectifs de l'IXP puissent bénéficier de ce service de passerelle. Et en même temps, lorsque le débit est dépassé par un client, on lui dit, tu vois, non seulement tu fais du trafic sur ton point d'échange local, mais tu aurais intérêt à te connecter aussi sur l'autre IXP parce que tu vois bien que tu fais beaucoup de trafic, passer la volumétrie autorisée sur la passerelle. Donc, on t'encourage à passer par un de nos revendeurs, qui est un opérateur justement dont c'est le métier, et on apporte sur un plateau des clients aux revendeurs. Et donc, on est dans une dynamique positive où on adresse le besoin de croître, de voir ce qui se passe ailleurs, et en même temps de respecter les règles du marché avec les opérateurs. J'ai juste une petite question. Comment c'est encadré tout ça? La façon dont c'est encadré, il y a d'abord une convention de partenariat avec l'IXP pour s'assurer que dans les contrats de chaque IXP, ils respectent les règles du partenariat. Donc, le client tiers de l'IXP ne va pas signer un contrat avec nous. Il a son contrat avec l'IXP où il dit « je souscris au service de passerelle ». Il y a une convention de partenariat entre les deux IXP. Et ensuite, pour les partenaires revendeurs, nous, on a des contrats revendeurs avec les opérateurs et qui peuvent nous apporter donc des clients et en plus on leur donne des tarifs préférentiels. Pourquoi? Parce que le service qu'ils vont fournir ne sera pas juste que le service de transport, ils vont fournir au client final le transport jusqu'à l'IXP plus le port physique ou le port virtuel de connexion. Donc ils veulent leur offrir un package et pour que ce package soit compétitif, on propose un prix remisé à l'opérateur revendeur qui du coup peut proposer des services attractifs au client final qui est distant. Il y a Michuki qui est en ligne et qui voudrait répondre par rapport à ça. Oui, Michuki. Et après, on prend la question de Nico parce qu'il a levé la main plus tôt et puis on revient dans la salle. D'accord? Thank you, Gila. Beaucoup, Guylain. Bonjour Simon, c'est un plaisir de vous voir, ça fait longtemps. Je voulais juste relever quelque chose que vous avez dit ou que France X a fait. J'avais un peu réfléchi à ce modèle, je l'avais analysé. Il y a 2-3 choses qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on envisage le modèle qui a été mis en œuvre par France IX. L'une des choses, c'est l'écosystème de transport ou le marché du transport en Europe est beaucoup plus mature que ce que nous avons en Afrique. Donc, la question de la tarification, des coûts pour tout cela est assez bas et faible par rapport à ce que l'on a à échelle transfrontalière n'importe où dans notre continent. Peut-être qu'en Afrique du Sud ou de l'Est, on s'en rapproche plus, mais on n'y est pas encore. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des problèmes pour les opérateurs transfrontaliers en termes de licence. Pour que vous puissiez être revendeur transfrontalier, il y a des réglementations et il n'y a pas forcément les réglementations pour qu'il y ait de la revente facile finalement.
Donc ça, c'est également un défi pour ce modèle. La troisième chose, et mon troisième point, c'est quelque chose, je voudrais vraiment savoir ce que Franck a à dire pour ça, c'est peut-être plus une question, c'est que d'utiliser ce modèle avec les plus grands IXP, c'est cet IXP-là finalement qui bénéficie de cet arrangement, puisque c'est là qu'il y a beaucoup de peering en place. Par exemple, pour utiliser France IX par rapport à un plus petit IXP dans une plus petite ville, tout d'un coup, l'attraction du marché et le trafic n'ira plus vers le plus grand IXP. Et on voit donc que la croissance de peering, en termes de la croissance de l'écosystème du peering sur les marchés des petits IXP, est moins probable. La croissance se tourne vers le plus grand IXP, donc on va commencer à avoir du peering. Et une fois que l'on commence à aller au-delà de la taille de trafic, ils vont avoir du transport IP à travers les différents partenariats en place, les revendeurs qui sont déjà en place. Et finalement, ça, c'est un port de peering qui s'éloigne de l'IX qui est plus petit et qui passe vers le plus grand. Donc finalement, le grand IX a un grand peering, mais la croissance du peering IP n'a pas vraiment eu lieu à un niveau plus local. Donc je pense que ce genre de modèle favorise finalement les plus grands IX. Ce que l'on n'a pas, c'est des données ou des statistiques pour montrer que le peering du petit IX augmente également. Ce que l'on va peut-être pas forcément voir, c'est une croissance dans l'autre sens, où un réseau qui faisait des peering avec les grands IXP achète un port avec le plus petit point d'échange parce que la croissance de trafic a dépassé la capacité, parce qu'évidemment, il y a plus de trafic dans l'autre sens. Donc, pour moi, c'est le déséquilibre que j'ai observé avec ce modèle-là, c'est qu'on ne voit pas une croissance du nombre de paires pour le plus petit point d'échange à cause de cet arrangement. On ne voit qu'une augmentation de paires dans le grand point d'échange parce que c'est là qu'il y a du trafic. Thank you, Michuki. Merci, Michuki, pour cet éclaircissement. Qui Est-ce que vous voulez répondre ou bien on donne la parole à Nico? Nico, vous voulez répondre aussi ou bien une question par rapport à ce point-là? Oui. Okay. Attends un peu, Nico. Franck veut réagir et puis on te passe la parole, d'accord? OK. Encore une fois, sur le principe, Michuki a raison, mais ça dépend aussi de la façon dont cette politique est implémentée. Et nous, on a constaté l'effet inverse, dans le sens où le client de l'IXP tiers ne paye pas pour accéder à nos services. C'est uniquement la liberté de l'IXP sur lequel est raccordé ce client qui détermine s'il fait payer le service ou pas. Nous, on ne fait rien payer au client final. Et donc, avec ce modèle-là, ce qu'on a constaté, c'est que ça permet d'augmenter le nombre de peers accessibles depuis le petit IXP. Et pour des gens qui attendaient que ce petit IXP soit suffisamment gros et mature pour s'y connecter, c'était un élément d'accélérateur. Et donc, ça fait accélérer aussi la connexion d'autres peers sur cet IXP-là. Et donc, nous, c'est ce qu'on a constaté. Et on a constaté que justement, il y avait beaucoup plus de nouvelles demandes de l'IXP tiers de leurs clients qui voulaient se connecter à travers nous ou des nouveaux clients à eux qui se connectaient parce qu'ils savaient qu'il y avait la passerelle qui était accessible. À l'inverse, on a eu, nous, très peu de demandes de nos clients pour se connecter. Donc, ça montre bien que le petit IXP, il tire un intérêt. Nous, là où Michuki a parfaitement raison, c'est que ça nous fait aussi grossir notre propre écosystème, puisque chaque petit IXP tiers qui s'interconnecte vient faire grossir le potentiel nombre de peers que l'on a. Donc, il a parfaitement raison sur ce point-là. Mais parce qu'on a mis une politique adaptée en face, l'IXP tiers a pu également grossir et bénéficier positivement de ce dispositif.
Merci pour ces éclaircissements, Nico. Merci beaucoup, Guilain, pour la parole et bonjour à tout le monde dans la salle. Ma question va s'adresser à M. Guichard, que j'appelle affectueusement le patron du secteur dans la région. Monsieur Guichard, l'Union africaine, à travers la CAC, a eu à financer les points d'échange qui aujourd'hui sont en train d'être des identités de pays dans le numérique, comme l'avait souligné Samuel Triolet. Et ces points d'échange sont en train de naître en Afrique, mais ils sont aujourd'hui, ils vont s'affronter à une concurrence qui vient de grands points d'échange et qui viennent avec beaucoup de moyens et qui viendront pour même les faire disparaître. Vous avez suivi la discussion tout à l'heure entre Michuki et Franck Simon. Bien sûr que Franck a montré un modèle un peu souple, mais par contre, il y a d'autres points d'échange qui envahissent l'Afrique en ces moments, et précisément même, voire même l'Afrique centrale. Et vous qui avez financé ces points d'échange pour que l'identité de l'Afrique soit reconnue dans le cyberespace, quelle attitude aurez-vous vis-à-vis de cette menace qui fera que les enfants que vous avez vus naître pourront disparaître demain? Bonjour Nico. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est un constat. Bon, c'est vrai que le constat, il est là, hein. Comme tu as bien su le dire, on a accompagné les États dans la mise en place des points d'échange Internet, que ce soit nationaux ou régionaux. L'environnement, le marché évolue, hein. Le marché évolue et il nous appartient de nous adapter au marché, en fait. Hein. Donc, au moment où on était en train de mettre en place, c'était en 2015, donc 2015, ça fait combien d'années maintenant? On est en train de mettre en place ces points d'échange. Bon, le marché n'est plus le même. L'environnement n'est plus le même. Donc, c'est vrai que nous avons l'obligation de protéger, hein, les acteurs qui interviennent dans la sous-région, mais aussi, nous sommes aussi tenus par le fait que le marché du numérique, ce n'est pas un marché qui est circonscrit dans un espace géographique. Hein. Nous avons le devoir de mettre avec l'appui en nous basant sur les rapports, les recommandations qui sortent de ce cadre de concertation, de mettre en place des environnements qui vont faire à ce que les acteurs qui interviennent au niveau de la sous-région puissent être quelque part protégés, mais aussi qu'ils puissent être compétitifs, hein, par rapport aux géants qui sont sur le marché. L'objectif n'est pas, comme je le disais, l'objectif n'est pas de, comment je peux le dire, l'objectif n'étant pas de faire disparaître ce que nous avons mis en place, mais l'objectif ici est de reconfigurer si possible afin qu'ils puissent être aussi des acteurs sur le modèle de marché qui s'impose actuellement. Voilà. Peut-être une petite précision, Guichard. Oui. Les entreprises que vous avez fait naître, si par les points d'échange, ce sont des entreprises communautaires. C'est-à-dire, c'est toute une identité pour toute une communauté. Aujourd'hui, quand on voit Congo-Brazzaville, il y a un point d'échange, c'est la présence du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, si on voit qu'au Gabon, il y a un point d'échange, c'est un point d'échange communautaire. En République démocratique du Congo, c'est pareil. Mais que les points d'échange commerciaux viennent effacer cette identité qui fait la fierté de tout un continent ou de toute une région, je crois qu'au niveau des États qui sont nos protecteurs, il doit y avoir quand même des actions. Mais entendre parler, c'est comme si
les bras sont déjà croisés. Ou apparemment, il fait un constat et un constat que je soutiens aussi, justement. Mais ça veut dire que c'est un challenge sur lequel le forum Central Africa Exchange Forum doit pouvoir réfléchir et apporter des propositions. Est-ce qu'on va considérer qu'il y a une forme d'opposition entre les points d'échange commerciaux, entre les points d'échange commerciaux et les points d'échange communautaires? Est-ce qu'on peut trouver une forme de juste milieu? Il faudrait, je pense, qu'on mène une réflexion dans ce sens-là. Personne ne peut arrêter le développement. Et on ne va pas oublier que les opérateurs, c'est des businessmen. C'est d'abord des businessmen avant d'être des gens qui viennent servir une communauté. Et si les intérêts des opérateurs, ça va vers des points d'échange commerciaux, je pense que la tendance va être d'y aller. Mais dans l'autre temps, il y a une responsabilité sociétale, une responsabilité qui conduit à aussi servir une communauté. Et donc, à mon humble avis, il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a vraiment matière à réflexion parce que aujourd'hui, ils sont perçus comme une menace. Je sais de quoi Nico fait allusion. Ça peut être une menace parce que on aura une grande partie du trafic qui va être rerouté vers là-bas. J'avais une question pour mon grand frère qui est en face. J'ai bien suivi le discours, mais de manière pragmatique. Toutes les promesses qu'ils sont en train de faire, le temps d'exécution est de combien? Parce qu'on souffre d'un problème, c'est que le temps du politique, il est lent, mais c'est aussi court parce que ça vit que le temps de son mandat. Mais nous avons des besoins en tant que communauté. On a besoin qu'on réponde à ces problématiques now. Mais les agendas, comment on les cadre? Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pourquoi je suis souvent en porte-à-faux avec l'Union africaine, parce que je pense qu'ils ont un temps super élastique, mais ça couvre vraiment pas nos besoins. On a faim maintenant, mais ils vont nous nourrir dans 20 ans. Ça, c'était le premier problème. Ma seconde question, c'est pour Franck. Comment vous avez réussi à faire cette transition? Parce que si j'ai bien suivi ton exposé, partir dans le modèle, partir d'un point d'échange géré par exemple par un régulateur vers un point d'échange qui est complètement entre la main de la communauté ou de l'association. Comment cette transition-là peut réellement se faire de manière pragmatique? Parce que ça, c'est des problématiques que nous vivons. C'était aussi la question de mon cher ami qui est à côté. Merci. Peut-être pour bien gérer le temps et qu'il faut qu'on clôture la session. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever et prendre du café et on va continuer la discussion. Mais on va répondre à la question et aussi à la question de Franck Simon. Donc, aussi, si possible, est-ce que vous pouvez aussi donner vos dernières recommandations et aussi on va donner l'opportunité à Guichard de clore et aussi à Michuki de faire ses dernières remarques et aussi ses réactions. Donc, je vais répondre à la question. Juste très rapidement, je rebondis sur les propos de Nico. Je partage à 100%. Tout le monde sait de qui on parle. Le problème existe vraiment. Nous-mêmes, en fait, des gros XP internationaux sont venus s'installer en France avec des moyens énormes. On n'a jamais été concerté de quelque forme que ce soit. Il a fallu qu'on mette des moyens encore plus énormes pour répondre, entre guillemets, à l'attaque, parce que c'était rien d'autre. Et l'existence même de FranceX a été à un moment donné potentiellement remise en question du fait des moyens qui sont mis en face de nous.
Donc, si nous-mêmes, on a eu du mal à résister, dites-vous bien que dans plusieurs pays d'Afrique, ça serait une bouchée de pain d'avaler l'IXP ou de faire en sorte que le nouvel IXP qui arrive est tellement gros à but commercial que l'IXP communautaire, il va mourir au bout de quelques mois. Et donc, nous-mêmes, ce qu'on propose aujourd'hui, parce que même je fais partie des gens qui, depuis des années, essayent d'œuvrer pour le développement des X en Afrique, la solution n'est évidemment pas que des IXP européens viennent faire leur loi et s'installent en Afrique, mais en fait d'accélérer la transmission de compétences et pour que les IXP africains gardent leur souveraineté. Et tout à l'heure, je parlais de gouvernance, mais en fait, pour qu'une gouvernance fonctionne, il ne suffit pas d'un modèle associatif ou neutre ou indépendant. Il faut aussi qu'il y ait une souveraineté qui soit appliquée sur l'IXP, et la souveraineté passe par la maîtrise de l'infrastructure. Et donc, ce que nous, on propose, c'est en fait un modèle qu'on a appelé, enfin, on n'a pas inventé le nom, l'IXP as a service. Et donc, les XP africains, entre autres, mais ça marche y compris pour des petits XP français, les XP africains, à ce moment-là, ils disent ce dont ils ont besoin ou les problèmes qu'ils rencontrent, et on fait du transfert de compétences en fonction de leurs besoins. Et on peut même exploiter une partie du point d'échange pour eux, mais ce qui est important, c'est que nous, on ne sera jamais affiché, jamais présenté. Il faut impérativement que l'IXP garde la maîtrise de son dispositif et notamment la partie communautaire. Et pour répondre à justement cette partie-là, comment on a fait? Au départ, on est parti d'un système purement communautaire, comme je l'ai indiqué, où c'était les membres de l'association qui mettaient les ressources à disposition pour le point d'échange opérationnel, commercial. Mais simplement, ce n'est pas parce qu'il y a une structure commerciale qu'il y a une finalité absolue de gagner de l'argent. La structure doit gagner de l'argent en tant que telle parce que l'argent va être réutilisé pour payer des salariés et fournir un service professionnel, et une partie significative de cet argent est réinvestie pour faire évoluer l'infrastructure. Et ça, c'est notre modèle. Donc, il ne faut pas confondre un modèle hybride, du coup, comme le nôtre, où il y a bien une boîte commerciale, mais la finalité ne peut pas être purement commerciale puisque l'actionnaire, c'est justement la structure communautaire. Et c'est elle qui, entre guillemets, fait le rôle de modérateur par rapport à des choses qu'on voudrait lancer. Et c'est pour ça que quand je veux lancer des nouveaux services, je consulte le board de l'association pour savoir si c'est validé ou pas dans les grandes lignes. Après, sur la façon d'exécuter, la société autonome, mais on consulte le board de l'association là-dessus. Et ça, c'est important de garder cet aspect-là. Et comme j'ai dit, à moyen terme, l'association, elle peut aller au-delà, pas juste faire de la gouvernance, mais aussi animer l'écosystème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure qui permet de rebooster l'association et d'attirer d'autres profils d'acteurs. Merci beaucoup, Franck. Guichard. Merci pour la parole. Donc, pour revenir à la préoccupation de Nico, je pense que Serge en face a abordé une piste de solution. Bon. Moi, j'encouragerais plutôt qu'au niveau déjà au niveau de chaque État, que les forums nationaux de la gouvernance de l'Internet puissent s'approprier de la problématique. Hein, que le problème soit discuté sur la table, hein, que les propositions soient, les recommandations puissent être portées et que ça suive le processus. Parce que c'est vrai que nous avons mandat d'accompagner les États, mais le problème de la gouvernance de l'Internet, c'est une problématique multi-acteurs. Donc, en tant que gouvernement ou en tant qu'organisation régionale des États, donc les gouvernements, on ne peut pas parfois s'auto-saisir de certaines préoccupations. Donc, nous avons besoin des inputs qui sont quoi? Des conclusions issues des cas de concertation qui ont été mis en place, comme le forum sur la gouvernance de l'Internet. Donc, j'encourage fortement à ce que ce forum puisse s'effectuer au niveau de chaque pays et après au niveau de la sous-région. Et en ce moment-là, la CEAC
pourra s'autosaisir des recommandations qui ont été faites, comment prendre des décisions pour mettre en œuvre ce dont les acteurs du secteur, je parle ici de la protection du marché. Serge a soulevé une préoccupation qui est qui est d'actualité, je dirais. Hein. C'est vrai que lorsqu'on est organisation internationale, bon, on pense souvent que ce sont les organisations internationales qui doivent venir prendre la fibre, interconnecter entre deux pays pour que les populations voient en fait. Bon. Nous sommes là pour rendre l'environnement favorable en fait, en travers des textes qui sont pris. Mais nous ne sommes pas chargés de la mise en œuvre de ces textes. C'est-à-dire que quand les textes sont adoptés au niveau communautaire, au niveau continental, que ce soit au niveau mondial, nous accompagnons les États dans l'appropriation de ces textes. Mais ce sont les États qui sont responsables de la mise en œuvre. Et nous pouvons accompagner l'État dans la mise en œuvre, mais ce n'est pas à nous de venir effectuer la mise. C'est pour cela, parfois, on peut se poser la question, mais au fait, ces institutions nous servent à quoi? Mais si nous n'avons pas élaboré des textes pour permettre aux investisseurs de venir, pour venir investir dans le pays, ben les investisseurs ne pourront pas venir en fait. Donc, le travail, cet environnement favorable, ce sont des institutions qui l'ont mis en place. Et nous avons des moyens de pression pour permettre, pour parler de notre secteur, que ce soit l'agence de régulation, d'incorporer ces textes-là dans les législations nationales. Et c'est vrai, l'agenda des politiciens n'est pas l'agenda des utilisateurs que nous sommes. Et c'est là où actuellement au niveau de la CEAC, nous avons adopté une approche qui est l'élaboration des projets qui a un impact direct sur les utilisateurs. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Hein. Nous allons dans certaines zones rurales où il y a encore des zones blanches où bon, l'opérateur ne peut pas venir investir. Vous allez me dire, oui, il y a le fonds de service universel. On peut, oui. Aujourd'hui, maintenant, il y a une approche qui est beaucoup plus utilisée, c'est l'approche des réseaux communautaires. Donc, la CEAC aujourd'hui a mis en place un projet de réseau communautaire et nous avons pris à tâche avec certains partenaires hein, qui travaillent en Afrique dans le domaine, comme GIZ, hein, dans le domaine. Et ça, vraiment, l'impact se fera sentir et ça n'obéira pas au problème d'agenda politique. C'est-à-dire c'est du concret. Et nous sommes preneurs aussi. N'oublions pas que nous ne sommes pas là ici sur une estrade où c'est nous qui concevons tout. C'est nous. Non. Si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et nous allons voir avec les partenaires qui nous accompagnent, comment on peut, surtout si l'impact est direct sur la population, comment on peut accompagner à la mise en œuvre de ces projets. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Je pense que nous tendons vers la fin de la session. Michuki, you have your parting words. Vous avez vos commentaires. Thank you, Gila. And I would like to use this opportunity to respond to Nico and also réagir aux commentaires de Nico et ainsi que à ce que mes deux collègues, Franck Guichard, M. Guichard et M. Simon ont dit. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que les IXP, dans les pays où on voit un intérêt pour l'implantation d'un IXP étranger, méritent qu'on s'intéresse à la question. Ça peut être une opportunité commerciale. Il peut y avoir la place pour la création d'un deuxième IXP et ça peut créer
des emplois et enrichir l'écosystème de peering. Il faudrait voir ça comme quelque chose de positif, pas comme une menace. Le deuxième point, c'est que dans tous les exemples où nous avons vu ces XP étrangères s'implanter, les retombées n'ont pas été l'effondrement des XP qui existaient, mais la croissance de l'écosystème dans son ensemble. Un exemple concret, parce que c'est un exemple qui est connu et que tout le monde connaît les bénéfices. En Afrique du Sud, il y a quelques années, il n'y avait qu'un XP. C'était le plus ancien XP installé. Puis, quelques années après, un nouvel XP nommé NAP Africa s'est installé. C'était une initiative privée. Ils avaient des ressources, plus de ressources que l'autre XP, et c'était perçu comme une menace pour le modèle existant. Cependant, quand vous regardez la situation actuelle, ces deux XP se développent en termes de couverture, en termes de présence, ils sont présents à différents endroits. Le modèle a dû évoluer pour devenir plus compétitif et pour répondre mieux aux besoins des réseaux qui souhaitaient se connecter. Donc aujourd'hui, si vous demandez cela, si vous posez la question à l'XP initial, ils vous diront qu'ils sont dans une meilleure position grâce à l'implantation de ces concurrents agressifs. Ils ont dû changer beaucoup de politiques, la manière dont ils approchaient leurs affaires. Mais cela a été bénéfique pour leur réseau et c'est un impact bénéfique de cette concurrence. L'environnement évolue, mais ça peut être une bonne chose. Donc, en raison de cela, il est important que les XP locales adoptent les mesures nécessaires pour s'adapter et pour qu'elles restent concurrentielles. C'est bénéfique pour eux, c'est bénéfique pour l'écosystème. Si vous regardez Londres, il y avait tout un tas de liens. Si vous regardez Amsterdam, il y a AMSEX, LNAX. Si vous considérez tous ces grands marchés où il y a un écosystème de peering sain, vous verrez qu'il y a plus de un XP. Donc, d'autres XP qui s'implantent, c'est une opportunité de développer le marché. Je comprends les craintes, mais regardez Stan CX. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus structuré, beaucoup plus capable de faire face à la pression d'un XP important qui s'implanterait sur son marché. Ça a vraiment réussi à se développer. C'est intéressant de voir ce qui a été possible, ce que France X a fait aussi également, puisqu'ils ont réalisé les menaces et qu'ils se sont adaptés. La peur est partie, ils se sont concentrés sur une réaction par rapport aux besoins du marché. Ils se sont adaptés, ils se sont montrés aussi plus agressifs dans leur croissance, mais aussi plus évolutifs pour devenir une XP qui compte. Et c'est ce qui a été un peu la recette du succès des plus grands XP, en fait. La compétition, la concurrence potentielle leur a été bénéfique. Donc, il va y avoir une évolution naturelle. On ne peut pas lutter contre cela. Ça va venir. La question, c'est comment allons-nous réagir? J'ai beaucoup aimé ce que Simon a dit. Nous devons développer les capacités du point d'échange pour savoir quoi faire afin de développer l'XP pour construire un XP plus concurrentiel. Ça, c'est une très bonne réflexion. Il faut aussi réfléchir aux moyens d'obtenir les capitaux ou les investissements nécessaires pour faire évoluer la structure. C'est nécessaire. Nous devons mieux travailler avec les décideurs pour que les politiques soient pertinentes pour la fonctionnalité de l'XP. Tous ces points, ça peut être développé. Cependant, on ne peut pas proposer des politiques trop protectionnistes.
vous suggérez des politiques qui rendraient l'implantation de votre XP difficile et ça n'est pas un bon chemin à suivre. On veut que le marché reste ouvert pour qu'il y ait une concurrence efficace qui nous pousse à être plus réactifs quant aux services sur le marché. Aujourd'hui, on fait de l'OpenReach parce que s'il n'y a pas de problème, si on résout les problèmes, OK, tout va bien, il n'y a plus de problème. Mais si quelqu'un arrive avec de meilleures solutions, avec de meilleurs services, ça vous pousse à être plus réactif, à vous améliorer. Donc, ne préconisez pas des politiques qui vont rendre l'implantation d'autres XP sur le marché difficile parce que ça va générer d'autres problèmes, un certain immobilisme qu'on ne veut pas créer. Ce qu'on veut, c'est se préparer à être réactif et apte à réagir à ce défi parce que ces défis, ça peut apporter à notre développement. Merci beaucoup, Michuki. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de notre session. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de mains qui sont levées dans la salle virtuelle, mais malheureusement, nous pourrons peut-être reprendre ces discussions dans le corridor, si possible, afin de permettre que la session qui suit puisse aussi commencer. Donc, est-ce que nous pouvons applaudir pour nos différents intervenants et pour une discussion vraiment assez riche. Merci Michuki, merci Franck, merci Guichard pour votre intervention et le temps que vous avez passé à échanger sur ces points. Donc voilà, merci beaucoup. Nous allons juste prendre peut-être 5-10 minutes juste pour nous mettre debout, bouger un peu parce que ça fait assez longtemps qu'on est assis. Si on veut prendre un café, on prend un café et puis nous reprenons d'ici maximum 5 minutes. Dans 5 minutes, nous reprenons. Merci beaucoup. Thank you, Michuki. Thank you, everyone.